c'est nouveau et qui vous renverra au très intéressant de la justice à laquelle je vous renvoie également, qui vous explique un certain nombre de dispositifs qui sont mis en œuvre. En conclusion, la justice restaurative n'est sans doute pas la solution à tous les problèmes que pose la question de la réponse pénale, un comportement réprimé par la loi pénale. C'est une piste, parmi d'autres, qui offre la possibilité de renouer le dialogue social, familial, dans l'esprit du contrat social, du contrat social des femmes et des hommes entre eux, sans oublier la place qui mérite d'être réservée aux enfants. Une piste à emprunter, pour peu qu'on ait envie de la découvrir. Les barreaux doivent s'en emparer, les avocats d'enfants y ont tout leur rôle. L'intérêt de l'enfant y a le mérite, bien évidemment. Et pour emprunter les mots de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Merci de votre attention. Bien, difficile de reprendre la parole après cet envolé lyrique. Alors, je suis totalement confuse. J'ai oublié de présenter notre intervenante à distance, que je vais vous présenter maintenant parce que c'est elle qui va nous expliquer sa pratique. Alors, Madame Martine Capou est éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse depuis de nombreuses années. Elle est en poste à l'UMO de Carpentras dans le Vaucluse depuis maintenant plus de 10 ans. Et surtout, elle a été missionnée donc par la direction interrégionale de la PJJ du Sud-Est, dont le siège est à Marseille. Et donc, elle rayonne sur tous les départements du Sud-Est. Et elle a pour mission, en effet, de développer le dispositif de médiation restaurative pour les auteurs mineurs, auteurs et victimes, et également d'animer ces mêmes médiations. Alors, moi, j'ajouterais que au niveau de l'École nationale de la PJJ, il y a des formations qui existent en matière de justice restaurative depuis 2016, avec des ateliers notamment qui font participer des avocats et des médiateurs québécois. Il y a un système d'échange qui apparemment fonctionne très bien. Donc, je pense que Madame Capou va pouvoir nous expliquer, elle, comment elle a été formée et ensuite, comment elle va pouvoir, en effet, former ses différents collègues dans la région du Sud-Est. Alors moi, je souhaiterais préciser que même si Arnaud nous a listé, on aura carrément une carte de France avec toutes les applications pratiques. Personnellement, moi, je n'ai pas vu beaucoup d'applications. Alors, en région parisienne, hein. Alors, je sais qu'il y a l'UMO de Juvisy-sur-Orge, puisque vous pouvez, si vous voulez, ils ont fait une intervention à peu près de 30 minutes avec un mini-film qui est très intéressant sur la pratique et ils ont environ traité une quinzaine de situations. Mais personnellement, dans aucun de mes dossiers, dans aucune de mes procédures, je n'ai vu jusqu'à présent une proposition, que ce soit par un éducateur, par un juge des enfants, par un parquetier, en matière de justice restaurative. Donc, je tenais quand même à le préciser. Et je pense que Madame Capou va nous expliquer de façon très, très pratique comment, justement, elle arrive à instiller ce souffle et ce nouvel outil au sein des situations qu'elle a à traiter. Madame Capou, la parole est à vous. Vous avez 15 à 20 minutes. Merci. Alors, on va faire un tout petit test. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Il y a eu de grosses difficultés de connexion. Et donc, j'étais assez inquiète de n'avoir ni son ni image il y a encore 5 minutes. Donc, je vais intervenir un petit peu en aveugle dans la continuité de ce qui a été présenté auparavant. S'il y a quelques répétitions, redondances, vous voudrez bien m'en excuser. Et je compte également sur vous de me faire signe si à un moment donné, vous ne m'entendez plus. C'est noté. La parole est à vous. Merci. Je suis désolée d'intervenir en visio, c'est beaucoup moins confortable pour tout le monde, mais enfin, des raisons particulières m'ont empêché de venir jusqu'à chez vous. Mais j'espère qu'il y aura d'autres occasions pour moi de venir vous rencontrer pour vous présenter
ce qu'on essaye de faire sur le Vaucluse, et dans le cadre duquel vraiment la place de l'avocat apparaît indispensable. Alors, la justice restaurative, telle qu'on la nomme habituellement, recouvre en fait, est un champ qui est relativement vaste, qui prend des aspects différents suivant les pays où on se trouve, puisque, par exemple, vous avez évoqué le Québec et la Belgique, et sauf erreur de ma part, les mesures de justice réparatrice ou restauratrice, hein, comme on le dit là-bas, sont prononcées sont demandées par l'autorité judiciaire, contrairement à la France, où en France, il a été décidé que cette possibilité de dialogue entre auteurs et victimes d'infractions pénales était un droit à disposition des personnes concernées. Voilà. C'est quelque chose qui est important à repréciser d'emblée, parce que ça change un petit peu la configuration des organisations, des dispositifs qui sont mis en œuvre. Alors tout d'abord, pourquoi mon territoire, pourquoi la direction territoriale Alpes-Vaucluse, dont le siège est à Avignon, a décidé d'inscrire la justice restaurative dans son projet territorial, et ce, je le précise, dès 2019, donc bien avant que la justice restaurative soit inscrite comme principe général du nouveau code de justice pénale des mineurs. Alors déjà, tout simplement parce que c'est un droit pour les mineurs. Sauf erreur de ma part là encore, mais lorsque la justice restaurative a été inscrite dans le code de procédure pénale à l'article 10-1, cette possibilité-là était également donnée aux mineurs. Rien n'empêchait que des mineurs bénéficient également de cette offre, sauf qu'effectivement, cette offre-là n'a pas été du tout mise en œuvre. Et la protection judiciaire de la jeunesse, effectivement, a mis quelques années avant de déployer sur le territoire français une expérimentation dont vous avez parlé et qui a concerné un certain nombre de sites en France. Mon service ne figurait pas dans cette expérimentation. Donc d'abord parce que c'est un droit pour les mineurs et la justice restaurative figure également dans les recommandations européennes concernant les mineurs. Ensuite, l'autre raison principale, c'est que ce qui est proposé aux mineurs, tant auteurs que victimes, va dans le sens du développement de l'enfant. On évoque beaucoup la question de l'expression, de la responsabilisation des mineurs et des auteurs, de l'expression du droit à la parole pour les victimes. Et bien tout ceci, on le retrouve comme dans les principes qui guident la mise en œuvre de la justice restaurative. Et puis, l'autre raison pour laquelle nous avons développé ce dispositif sur le Vaucluse, c'est bien parce que la question de la victime est devenue, alors non seulement très évidente dans le cadre de ce nouveau code pénal, mais enfin, bien avant que le CJPM n'existe, la prise en charge de la prise en compte de la victime est quelque chose qui n'est pas si nouvelle que ça pour la protection judiciaire. Je rappellerai simplement que il y a encore 20 ans, eh bien, la protection judiciaire de la jeunesse et l'éducation surveillée avant elle assuraient des mesures en assistance éducative auprès des mineurs et prenaient donc en charge un certain nombre d'enfants, d'adolescents qui étaient eux-mêmes victimes. Donc cette question de la victime n'est pas si nouvelle que ça, en tout cas pour quelqu'un de ma génération. Elle est sans doute peut-être aujourd'hui dans les nouvelles générations d'éducateurs de la PJJ, puisque notre plus grande activité, effectivement, se déroule dans le champ pénal. Mais enfin, nous gardons toujours une fenêtre sur l'assistance éducative dans le cadre des mesures d'investigation. Alors, comment les choses se sont construites sur le Vaucluse ? Dès 2019, nous avons, je dis nous parce que je ne suis bien évidemment pas seule à porter ce dispositif, il faut être nombreux pour pouvoir développer une telle offre. Eh bien, dès 2019, nous avons
bénéficié d'abord, et c'est un élément qui est très très important, nous avons bénéficié de l'appui de notre direction de proximité, on va dire direction de service et direction territoriale, pour engager la construction d'un tel dispositif. Cet engagement a été total, tant sur le plan financier, puisqu'il a fallu se former, mais également en termes de décharge de temps, puisque très rapidement, j'ai quitté mon activité d'éducatrice en milieu ouvert pour mettre en œuvre des mesures classiques prononcées par les magistrats pour me consacrer totalement au développement de cette nouvelle pratique. Ensuite, il y a eu la réceptivité des 2 juridictions qui sont présentes sur le territoire du Vaucluse, Carpentras et Avignon. Et dès 2019, nous avons signé, une convention tripartite a été signée, réunissant donc la PJJ locale, le tribunal judiciaire concerné, et également, et c'est là aussi l'une des conditions de mise en œuvre de ce type de dispositif, était concernée l'association d'aide aux victimes locale, en l'occurrence l'AMAV, qui se trouve sur Avignon, et qui, elle, était déjà engagée sur un certain nombre de dispositifs, sur un dispositif de justice restaurative, mais avec les majeurs et le SPIP du Vaucluse. Donc en fait, on peut considérer que le Vaucluse a été un territoire un peu béni en matière de justice restaurative, puisque en fait, tant le SPIP que l'association des 2 victimes, les juridictions et donc la PJJ ont œuvré quasiment au même moment dans cette direction-là. Au niveau de la formation, vous l'avez évoqué, c'est un point extrêmement important parce que même si le NPJJ, l'École nationale de PJJ à Roubaix, déploie désormais tout un programme de formation sur la justice restaurative pour les mineurs, il reste néanmoins que dans un premier temps, les séquences de formation offertes n'étaient pas suffisantes et c'est pour laquelle j'ai été moi-même formée auprès de Français pour la justice restaurative. Et la médiation, la forme de la médiation restaurative. Et c'est ce que nous proposons aux mineurs du territoire suivis par la PJJ. Alors pourquoi la médiation? Pour 2 raisons principales. D'abord parce que cette forme qui offre une possibilité de dialogue entre une victime ou des victimes et un auteur mineur nous paraissait la forme la plus pertinente pour des enfants ou des adolescents. Et puis l'autre raison qui n'est pas à négliger non plus, c'est que d'un point de vue logistique, cette forme-là est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que les rencontres condamnées victimes ou détenues victimes que vous avez sans doute évoquées dans votre présentation. Alors, la difficulté principale que nous avons rencontrée d'emblée, c'était comment pouvoir contacter les auteurs concernés et les victimes concernées pour les informer de ce droit à bénéficier de cette offre restaurative. Puisqu'encore une fois, en France, l'autorité judiciaire n'est pas à l'origine d'une mesure de justice restaurative. Il fallait donc informer les mineurs, les personnes victimes, et très rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pourrait le faire qu'en informant dans le même temps, dans la même dynamique, en fait, tous les professionnels qui sont dans le champ dans lequel se trouvent les personnes concernées, le champ les victimes, bien évidemment, et également les mineurs. Donc, il a fallu en fait développer toute une information auprès des professionnels de la PJJ, mais également à l'extérieur des services de la PJJ. C'est un travail qui nous a pris un certain temps, parce qu'il a fallu expliquer, répondre aux questions, répondre également à des interrogations tout à fait pertinentes sur
sur ce que représentait cette offre restaurative pour des mineurs auteurs, pour des victimes. Il a fallu là aussi peut-être aller contre certaines idées préconçues ou certaines résistances, voire hostilités. Et ce travail-là d'information, en fait, est toujours à faire, même si aujourd'hui, on se rend compte que cela commence à produire des effets, puisque certains collègues de la PJJ nous informent, nous demandent de rencontrer des mineurs qui sont suivis pour apporter cette information-là. Donc la question de la formation des médiateurs et la question de l'information auprès des personnes concernées sont les deux axes principaux sur lesquels il faut continuer à travailler inlassablement pour que ce droit, finalement, soit de façon, on va dire, spontanée, utilisé par les personnes concernées. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce droit n'est pas du tout usé. Enfin, on n'use pas de ce droit-là, puisqu'en fait, il est très très peu connu. La raison pour laquelle nous avons toujours besoin d'avoir, enfin, nous engageons toujours une démarche proactive envers les personnes concernées, auteurs et victimes, pour leur apporter de l'information. L'autre chose sur laquelle je voudrais insister également, c'est que pour que ce droit, pour que des personnes victimes, pour que des jeunes auteurs se saisissent de cette opportunité-là, il faut qu'ils aient la conviction que ce droit qui est nouveau est un droit, alors excusez-moi les termes parce qu'ils ne sont peut-être pas exacts, mais en tout cas reconnu ou validé par la société. Je veux dire par là, ici nous sommes au CNB, il ne reviendrait à l'idée de personne de contester la possibilité d'une personne mise en examen ou poursuivie d'avoir la possibilité d'avoir recours à un avocat. La possibilité d'avoir recours, d'avoir la possibilité de participer à des échanges, à une médiation restaurative, pour le moment, ça ne tombe pas sous le sens, ce n'est pas socialement porté. Et il me semble que c'est important que tous les acteurs, tous les partenaires qui œuvrent auprès des mineurs, auprès des personnes victimes, puissent relayer cette information et puissent accompagner les personnes qui souhaitent s'engager dans ce type de dispositif. Très concrètement, comment nous travaillons? Je me dépêche parce que je pense que je suis peut-être en fin de... Je pense que vous avez la pratique étant très intéressante et importante pour vous. Je vous entends très mal, pardon. Je disais que vous pouvez prendre un peu plus de temps parce que nous sommes très intéressés par votre remontée de pratique. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, l'équipe Vaucluse est constituée d'une douzaine de personnes. Nous sommes 3 éducatrices de la PJJ formées à la médiation restaurative. Comme je vous l'ai dit, ce dispositif s'est construit en partenariat étroit avec l'association d'aide aux victimes, la MAV, dans laquelle il y a également 6 professionnels également formés. Nous nous sommes formés en même temps avec certains d'entre eux. C'est un élément aussi très, très important, puisqu'en fait, toutes les rencontres que nous faisons avec des personnes concernées se font en binôme. Une personne de la PJJ et une personne de l'association d'aide aux victimes. Dans cette équipe-là, l'équipe de justice restaurative du Vaucluse, sont également présentes d'autres personnes qui concourent à la solidité de ce dispositif. Il y a 2 psychologues de mon service qui participent aux travaux et aux réunions de l'équipe depuis le début. Ce sont des psychologues qui sont à disposition des personnes victimes et des jeunes auteurs en cas de besoin. On appelle ça vulgairement un filet psychologique, même si le terme n'est pas très approprié. Il y a également la coordinatrice de l'Institut français de la justice restaurative pour notre interrégion sud-est, qui participe de façon étroite au développement de ce dispositif et à notre pratique.
Elle apporte une supervision technique, je dirais, lorsqu'il s'agit de dérouler les différentes étapes dans lesquelles nous sommes dans la préparation des personnes dans le cadre des médiations. Et puis, nous avons également mis en place une supervision clinique à disposition des médiateurs. Inutile d'expliquer très longuement pour quelles raisons il est indispensable de pouvoir offrir ce type de soutien et d'accompagnement aux médiateurs de façon à ce que les rencontres qu'ils ont avec des victimes et des auteurs puissent, les répercussions que ces rencontres peuvent avoir pour les médiateurs puissent être facilement évoquées, discutées et travaillées de façon à ce que ces répercussions-là pour les médiateurs ne viennent pas parasiter le travail qu'ils mènent auprès des personnes. Voilà, donc nous sommes à peu près une douzaine de personnes. Nous nous réunissons tous les mois et nous passons en revue les différentes médiations en cours de façon à adopter une méthodologie rigoureuse qui vise principalement à assurer la sécurité pour les personnes, puisqu'en fait, une médiation restaurative, certes, offre l'opportunité pour auteurs et victimes de dialoguer, d'échanger, voire de se rencontrer, mais la rencontre n'est pas forcément la forme qui sera choisie par les personnes. Mais en tout cas, la phase de préparation de chacune de ces personnes est la phase essentielle. Et donc, il est bien évidemment important de travailler le déroulement de cette phase et les différents stades de préparation par lesquels doivent passer les personnes. Je rappellerai également que si nous apportons un soin particulier à ce travail d'équipe, c'est bien parce que il s'agit d'abord d'un travail de dentelle un peu artisanal, puis dans lequel nous sommes encore très débutants. Nous avons commencé à mettre en œuvre ce dispositif il y a 2 ans environ, et on peut considérer, au regard des expériences québécoises et belges, que nous sommes bien des débutants. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de données chiffrées, pour que vous ayez peut-être une petite idée du travail que nous accomplissons, nous aurons rencontré à la fin du mois d'octobre une 60aine de personnes, tant en termes d'auteurs et de victimes. Certaines, alors, sachant que je ne vous entends pas du tout. Hein. Si vous m'entendez, c'est très bien, mais alors... La connexion est parfaite, on vous entend bien. Ah, parfait. Non, j'ai cru que vous me posiez une question, excusez-moi. Oui, donc je disais que pour notre volonté, c'est toujours, autant que possible, autant que les personnes l'acceptent, nous tentons toujours de les rencontrer au moins une première fois, de façon à ce qu'on puisse leur apporter l'information plus complète de ce qui leur est proposé. C'est à partir de cette rencontre-là que les personnes vont pouvoir se décider en connaissance de cause. Et s'il faut se revoir 1 fois, 2 fois pour apporter davantage d'informations, eh bien nous le faisons. C'est dire donc que certaines personnes ont été rencontrées 1 ou 2 fois, et puis d'autres, on peut considérer que nous sommes vraiment dans une phase de médiation, dans le sens où nous sommes vraiment à un stade de préparation, d'échange avec l'autre. Et donc, entre la personne dont je vous parle et aujourd'hui le nombre de médiations mises en œuvre, effectivement, il y a une différence. Pour l'heure, je vous dirais que nous sommes en travail avec 18 auteurs et un peu plus d'une douzaine de victimes. Les auteurs étaient tous mineurs au moment des faits, certains sont majeurs aujourd'hui. Nous n'avons écarté aucun stade de procédure tel que c'est inscrit dans la loi, c'est-à-dire qu'il y a des mineurs qui sont rencontrons et qui sont concernés par une procédure d'alternative aux poursuites, d'autres qui ont passé le stade
de l'audience d'examen de la culpabilité, même pour certaines d'audience de sanction. Pour les victimes, il est une chose assez intéressante qui est advenue avec l'inscription de la justice restaurative dans le CJPM. Eh bien, c'est que nous avons une facilité désormais auprès des greffes des magistrats pour obtenir les coordonnées des victimes. Nous nous appuyons tout simplement sur l'article 13-4 de ce nouveau code qui indique que toute personne, auteur et victime, a le droit de se voir offerte cette possibilité de justice restaurative. L'autre élément important je souhaite vous apporter concernant l'inscription de la justice restaurative dans le CJPM, c'est cette expérimentation que nous menons avec le parquet du tribunal judiciaire d'Arpentras. Nous sommes en lien avec une substitut mineure qui a accepté de contribuer à l'information des personnes. Matériellement, ça se traduit tout simplement par lorsque elle envoie un soit transmis à un service de la PJJ pour une mesure en alternative aux poursuites ou bien pour demander un recueil de renseignements socio-éducatifs, eh bien, elle indique qu'elle souhaite une information sur la justice restaurative soit apportée aux personnes concernées. C'est pour nous quelque chose d'important parce que ça vient appuyer encore plus la légitimité de notre démarche et puis cela permet aussi de rendre visible ce dispositif et ce que nous proposons aux yeux de l'ensemble des professionnels de la PJJ. Et puis, terminer, ce que je souhaiterais dire, c'est que la protection judiciaire de la jeunesse au niveau régional, vous l'avez, je crois, évoqué, a décidé cette année, au début de l'année 2022, d'installer une mission justice restaurative et m'a demandé de l'exercer pour l'heure. Il s'agit pour moi d'apporter une information auprès de l'ensemble des départements de cette interrégion. Il s'agit là des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse. Donc il s'agit pour moi d'apporter une information sur ce qui est possible en matière sur ce qu'est la justice restaurative appliquée aux mineurs en me référant à la façon dont nous y prenons sur le Vaucluse. Et l'idée également est d'apporter un soutien technique, ma contribution aux différentes équipes qui souhaitent commencer à construire un tel dispositif. Je rappellerai également que cette interrégion sud-est, dans sa majeure partie, se trouve sur le ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, le ministère de la Justice a lancé une expérimentation dans 2 cours d'appel, Toulouse et Aix-en-Provence. Sur ces 2 cours d'appel, une expérimentation est menée à la main de l'Institut de la justice restaurative et qui consiste à développer fortement l'information et des professionnels et des personnes concernées, auteurs victimes, sur ce droit à bénéficier d'une offre restaurative, de contribuer à la formation des personnes qui souhaiteraient se former à la pratique restaurative. Et deuxième élément de cette expérimentation, de recenser les demandes provenant de personnes victimes ou d'auteurs souhaitant bénéficier d'une mesure de justice restaurative, sachant que l'Institut français pour la justice restaurative peut se substituer localement s'il n'y a pas de personnes formées pour répondre aux demandes des personnes. Eh bien, l'IFJR peut tout à fait répondre
des rencontres restauratives. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai été suffisamment complète et suffisamment claire, mais très honnêtement, les conditions de connexion ne sont pas très au top. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pu entendre la totalité de mon intervention. On vous a bien entendu, Madame Capou, merci. J'aurais deux questions complémentaires rapidement, si vous pouviez nous indiquer le type d'infraction des situations que vous avez traitées. Ça, je pense que ça nous intéresse de savoir si c'est à peu près les mêmes catégories ou si vous avez eu à connaître divers types d'infractions. Et la deuxième question concerne les avocats d'enfants. Est-ce qu'au cours de ces médiations restauratives, vous avez rencontré des avocats d'enfants ou vous avez échangé à distance avec l'avocat d'enfant du jeune en situation, auteur ou victime? Merci par avance de votre réponse. Alors, concernant les infractions, dès le début, conformément au cadre légal qui était en vigueur à l'époque, avant 2021, nous n'avons exclu aucun type d'infraction volontairement, sachant que de ce qui provient de l'étranger, enfin des pays qui sont grandement expérimentés, encore une fois le Québec, la Belgique ou même la Suisse, il apparaît que les situations dans lesquelles les répercussions pour les personnes les plus importantes sont sans doute celles dans lesquelles l'offre restaurative correspond à un besoin. Donc nous n'avons exclu aucun type d'infraction. Et aujourd'hui, parmi les mineurs victimes en contrôle, Excusez-moi, on vous a un petit peu perdu sur la fin de la réponse pour les infractions. Alors, on ne vous entend plus. Vous m'entendez? Là, on vous entend à nouveau. Donc, on vous a perdu. À la fin, vous êtes en train de nous détailler le type d'infraction. Alors, oui, je disais qu'on rencontre bien évidemment la catégorie d'infractions dans lesquelles on rencontre le plus de mineurs, à savoir les vols et vols avec violence. Vous m'entendez? Oui. Mais nous avons, ce que je disais, nous n'avons écarté aucune catégorie et donc aujourd'hui nous rencontrons des victimes et des mineurs auteurs inscrits dans des procédures criminelles comme les viols, voilà, comme les viols. Il y a également, nous savons également quelques mineurs inscrits dans des procédures de harcèlement, notamment dans le cadre scolaire. Voilà, c'est quasiment je dirais, en fait, c'est tout le panel dans lequel on rencontre les mineurs. Et ensuite, votre deuxième question que j'ai oubliée. Concernant, est-ce que vous avez des liens avec les avocats de ces mineurs? Je suis désolée. Alors, dès le début, nous nous sommes rapprochés, dès que l'occasion s'en présentait, des avocats, notamment, j'ai en mémoire une intervention que nous avons pu faire auprès du barreau des avocats d'Avignon à l'occasion d'une journée de formation. Nous avons eu également dans notre groupe de travail une avocate du barreau de Carpentras qui à un moment donné a pu se joindre à nous pour partager nos réflexions et nos discussions sur la façon de développer le dispositif. Et puis pour finir, pour répondre à cette question, j'évoquerai une situation très pratique. Nous avons été amenés à contacter une personne victime qui a choisi, lors de notre première rencontre, de se faire accompagner par son avocate. C'est la première fois que nous avions à rencontrer ce cas de figure. Nous nous sommes beaucoup interrogés sur la façon dont nous allions nous y prendre parce que
ce n'était pas tant que cette personne souhaite se faire accompagner de son avocat, mais les interrogations que nous avions, c'était concernant... Alors, il s'agissait d'une première rencontre, là où il s'agit principalement d'informer les personnes de la façon la plus précise sur ce qui leur est proposé. Mais la question que nous posions, c'était de savoir comment l'avocat allait se positionner à côté de sa cliente, puisque la proposition qui est faite est vraiment faite aux personnes mineures, majeures. Ce sont elles qui vont prendre la décision si elles souhaitent s'engager dans un processus tel qu'il leur est proposé, sachant qu'elles peuvent s'engager et s'arrêter à tout moment. Mais nous nous interrogions de savoir comment nous allions pouvoir faire en sorte d'accueillir l'accompagnement et le soutien dont avait besoin cette personne, mais également la façon dont nous allions pouvoir recueillir la parole même de cette personne quant à son souhait de s'engager ou pas. Finalement, nos inquiétudes étaient surfaites, puisque la participation de cette avocate a été d'une très grand secours. Elle a pu indiquer un certain nombre de choses de sa place d'avocate, et ensuite elle a, je crois, été tellement aidante et rassurante qu'elle a permis à cette personne de pouvoir réfléchir à ce qui lui était proposé. Et il a été convenu ensuite que la fois suivante, cette personne se présenterait toute seule. Voilà. En tout cas, c'est une expérience, pour le coup, extrêmement constructive pour nous, parce qu'on a pu concrètement voir de quelle façon, puisque jusque-là, on n'avait pas rencontré ce cas de figure, mais nous avons pu voir très concrètement de quelle façon un avocat pouvait participer à cette première rencontre d'information auprès d'une personne concernée, en quoi il pouvait venir soutenir cette rencontre-là, enfin nos échanges, mais pour autant sans prendre la place de la personne. Voilà. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience, et justement la transition est toute faite avec l'intervention de ma consoeur Mavine Chapelle du barreau de Liège, puisque à Liège, eh bien, l'avocat est présent tout au long du processus de justice restauratrice. Et en plus de la médiation, nous avons une deuxième possibilité, qui est celle de la concertation restauratrice en groupe. Et je vous laisse donc la parole pour nous expliquer tout ça. Je vous remercie beaucoup. Tout d'abord, avant de prendre la parole sur ce sujet-là, je voulais vous dire que nous, en Belgique, on a aussi encore des combats et qu'on ne lâchera pas. On veut lutter contre la procédure de dessaisissement, qui est une procédure qu'on n'accepte pas et qui a été condamnée à plusieurs reprises. On pense également que notre place doit intervenir dans le droit scolaire, parce qu'il se passe des choses dans les écoles qui sont des fois inimaginables. Nous souhaiterions être présentes également de manière systématique en procédure administrative dès la plus petite enfance, et on va essayer d'obtenir des modifications législatives sur ce point-là. Et en ce qui concerne la protection judiciaire, nous estimons qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont donnés, que cette phase postérieure au jugement est très, très violente pour les enfants et pour les familles, qu'il faut du temps et des moyens et du respect aussi des cultures, des langues, etc. Donc, on a encore beaucoup de combats. Alors, par contre, pour la justice restauratrice, c'est vrai qu'on pratique ça désormais depuis 2006, donc on a une pratique plus longue. Tout d'abord, un constat, c'est qu'en Belgique, il y a une chute de la délinquance et donc on est moins désignés, nous les avocats de mineurs. Alors, on ne sait pas trop pourquoi on ne sait pas trop pourquoi on a une chute de la délinquance, mais c'est le constat. On est moins désignés et donc on est beaucoup plus aux côtés des mineurs en danger que des mineurs délinquants. Ensuite, Cécile vous l'a expliqué ce matin, la place de la justice restauratrice, c'est destinée lorsqu'un mineur est soupçonné d'un
fait qualifier infraction. Et on a une première possibilité de justice restauratrice, c'est dès la saisine par le parquet. Celui-ci a la possibilité de proposer plusieurs mesures. Alors, je vais inclure dans la justice restauratrice 2 mesures préalables qui ne sont pas tout à fait des justices restauratrices, mais qui sont très intéressantes parce qu'elles ont un grand impact factuel. Il peut proposer un rappel à la loi ou une lettre d'avertissement, et mine de rien, comme ce rappel à la loi et cette lettre d'avertissement est souvent proposée par des criminologues de parquet, c'est-à-dire des gens spécialement formés, ils les convoquent dans leur bureau, et comme nous, on est présents dès l'audition du mineur, l'audition SALDUS, il arrive très très souvent qu'on accompagne ensuite l'enfant ou le mineur et ses parents dans le bureau du criminologue qui fait un rappel à la loi. Et cette première mesure, qui n'est pas tout à fait une mesure restauratrice, mais a un impact terrible, parce que ça intervient très très vite après les faits, et les parents étant présents et l'avocat du mineur aussi, on a une discussion qui permet de prendre conscience d'ores et déjà parfois des impacts énormes des faits qualifiés infraction dont il est soupçonné. Nous avons eu des très grosses émeutes à Liège en mars dernier. La police a réagi très très vite, a fait un dossier par mineur pratiquement soupçonné, et tous ces mineurs ont d'abord été entendus, et pour bon nombre d'entre eux ont tout simplement eu un rappel à la loi de ce type. La seconde mesure qui est possible, c'est la médiation, donc dès le parquet. Et ce qui est intéressant depuis le code de 2018, c'est que on peut le proposer aux mineurs et sont présentes les personnes qui exercent l'autorité parentale, je rejoins mon confrère, ou qui l'hébergent en droit ou en fait, de participer à cette médiation. Et cette médiation peut avoir lieu à la demande du mineur ou à la demande de la victime. Et là, le mineur bénéficie de l'assistance de l'avocat à tout moment. Donc, on peut même intervenir en cours de médiation. Si elle a commencé sans nous, qu'il n'avait pas pris un avocat, ou si on n'était pas là, ou s'il a changé d'avocat. Et on signe un accord, et cet accord peut comprendre également le volet intérêt civil. Donc, c'est un aspect global. Et alors, la conséquence est intéressante, bien qu'on voudrait faire modifier la loi sur ce point également, c'est que si la demande a eu lieu à la demande du mineur, il y a une extinction des poursuites. Donc, les conséquences sont vraiment intéressantes. Il y a un dernier point que je voulais signaler, c'est que si le parquet n'a pas saisi la possibilité d'une médiation et qu'il décide de saisir le tribunal, il est obligé de motiver pourquoi il n'a pas choisi la médiation. Ensuite, donc ça c'est au niveau du parquet, ce sont les offres plus ou moins qu'on a. Chez le juge, on a d'autres offres que je vais essayer de vous expliquer pour être le plus pratique possible. D'abord, je tiens à signaler que la politique de la délinquance des mineurs en Belgique a voulu offrir une diversité de mesures. Et pourquoi? Pour qu'il y ait une diminution du recours en institutions fermées. C'est pour ça que ces offres de justice restauratrice ont été offertes aux juges. Parce qu'il y avait un constat que plus on ouvre de places, plus on les remplit et plus on les utilise. Donc, on s'est dit, on va offrir d'autres mesures. Et pour lutter contre ce recours systématique aux places fermées, il y a un article du décret qui crée une hiérarchie dans les mesures. Donc, le juge doit d'abord choisir une offre restauratrice ou proposer une offre restauratrice, et il doit également motiver la raison pour laquelle il s'en écarterait. Du coup, au rôle des avocats ici, vérifier l'obligation de motivation. Alors, il y a donc 2 offres qui sont offertes. De nouveau, la médiation. Donc, la médiation a lieu avec l'auteur, la victime, et est déléguée à une personne neutre. Il peut être proposé d'office par le tribunal, par le mineur ou par la victime.
Ici, notre rôle est capital, puisque souvent, on arrive en phase préparatoire et donc expliquer aux mineurs ce qu'est une offre restauratrice, quels sont les avantages de ces offres restauratrices, le proposer devant le juge en disant, ben voilà, on en a discuté en cabinet, il est prêt à s'engager dans cette voie-là. Ben, le rôle de l'avocat est évidemment crucial. Donc, la différence entre la médiation et la concertation restauratrice en groupe, c'est que la concertation restauratrice en groupe ne suppose pas forcément la présence de la victime et d'autre part inclut la société ou une personne c'est souvent la police qui est là, mais il y a d'autres cas où on peut inclure d'autres tiers. Par exemple, pour des tags dans des lieux scolaires, on invite l'école. Dans d'autres, enfin, on doit être un petit peu innovant, mais il y a des possibilités de faire venir d'autres acteurs de la société que simplement un médiateur. L'objectif étant de travailler avec le mineur la prise de conscience des faits, première étape. La deuxième étape, la possibilité d'une réparation et de lui faire signer également un document et éventuellement un accord de nouveau si c'est la médiation. Alors, la différence avec la phase préparatrice que je vous ai dit devant le parquet, c'est qu'ici, il n'est pas prévu en toute lettre de la présence de l'avocat à tout moment. Cependant, de manière concrète, il est invité. Pourquoi? Parce que ceux qui offrent ces offres restauratrices, ce sont des associations qui sont créées par arrondissement. Chez nous, à Liège, c'est une association qui travaille de longue date et qui est plus que bien formée. C'est l'association Arpège. Je vous invite vraiment à aller voir leur site internet. Ils ont une mini vidéo de 12 minutes que je ne voulais pas vous imposer aujourd'hui, mais qui explique chaque offre dans le moindre détail et qui a vraiment une attitude proactrice. C'est-à-dire que même quand on est en phase préparatoire, parfois, ils ont même rencontré parfois le mineur. On s'est téléphoné, on a proposé en disant on envisage vraiment une offre, on se rencontre, on prépare même l'audience en disant OK, on pense que c'est OK, etc. L'autre chose intéressante dans la loi aussi, c'est elle dit que si le mineur ne prend pas immédiatement contact, par exemple si c'est à l'initiative de l'aide victime ou du juge, si le mineur ne prend pas immédiatement contact, c'est au service de reprendre contact et d'essayer. Et concrètement, quand on suit les dossiers jusqu'au bout, on voit qu'ils sont vraiment proactifs également à ce niveau-là. C'est-à-dire ils prennent contact, ils reprennent contact avec les familles, ils vont vers le jeune, ils ne font pas systématiquement venir dans leur service, etc., pour qu'il y ait une première accroche et qu'ils voient l'utilité de ces mesures. Alors, j'écoutais madame qui parlait juste avant nous. Le binôme, évidemment, je pense qu'il travaille énormément en binôme. Les contacts avec les avocats se font de manière très naturelle et systématique. Ils ont également des phases de rencontre avec une obligation ou non de rencontre avec la victime. Ça dépend si la victime est prête ou si elle ne l'est pas. Les accords de médiation, comme je vous l'ai dit, ils sont rédigés. On peut aller jusqu'aux accords sur intérêt civil, ce qui enlève toute une partie très intéressante du débat judiciaire par la suite. Et toujours pour les obligations sur les accords sur les intérêts civils, il y a toujours l'obligation de la présence de l'avocat de toutes les parties à la signature de ces accords. Voilà, j'ai essayé d'être le plus court possible pour que ce ne soit pas trop long pour vous. Je suis à votre disposition pour des questions concrètes. Merci beaucoup pour votre intervention et tous les intervenants. Ah, je pense que Madame Capou a disparu définitivement. Bien, je pense que nous avons des questions dans la salle. On va peut-être faire circuler un micro. Ah, madame. Est-ce qu'on a des questions sur le chat? On va commencer par la salle.
Oui. Ah si, c'est bon, ça marche. Oui, bonjour. Moi, j'aurais juste une petite question. Est-ce qu'on peut avoir des exemples pratiques, concrets, de l'aboutissement justement de la justice restauratrice, alors en Belgique et restaurative chez nous? Voilà. Alors, ça s'adresse un peu aux deux intervenants, mais moi j'en ai. Donc voilà. j'ai des cas personnels. Donc on a eu toute une vague de braquage à Liège des pharmacies. Et il y a eu plusieurs médiations, parquets, donc avant de passer chez le juge, qui ont extrêmement bien abouti dans ce contexte-là. Pourquoi? Parce que les victimes, c'était souvent des pharmaciennes qui étaient extrêmement traumatisées non pas finalement de l'acte, mais enfin si bien entendu, mais ce qu'elles exprimaient, c'est qu'elles avaient vraiment besoin de comprendre pourquoi de jeunes garçons de 15-16 ans se mettaient à braquer leur pharmacie et qu'à partir du moment où elles entraient dans le processus de médiation, elles avaient le sentiment d'être bien plus réparées parce qu'elles rencontraient l'auteur, souvent isolé, et pouvaient avoir un dialogue avec lui sur la raison de son acte, pourquoi il pratiquait ces actes, et également, elles, faire passer le ressenti de l'extrême violence, de la solitude de leur pharmacie, et d'être confrontées à quelqu'un qui sortait une arme et qui les braquait. Donc ça a bien fonctionné, tant dans le processus de médiation que dans le processus de CRG. Il y a eu les deux. Donc, dans les deux passages. J'ai un autre cas concret parce que Arpège travaille beaucoup, donc l'association dont je vous parle est beaucoup en réflexion et pense qu'elle peut offrir encore d'autres possibilités. Et donc, ils acceptent désormais, hors phase judiciaire, simplement sur dépôt de plainte, que deux adolescents s'inscrivent dans un processus de médiation et notamment dans tout ce qui est relations sexuelles consenties ou non et tout le trouble qu'on peut avoir autour de ces actes. Désormais, on en a parlé aux assises des avocats d'enfants à Rennes. Voilà, c'est des endroits où ils veulent bien intervenir pour qu'il y ait vraiment un dialogue entre la jeune fille et le jeune homme sur ce qui s'est passé, sur l'acte en lui-même, sur quand il n'y a plus consentement ou quand il y a eu sentiment qu'il y avait consentement, etc. Donc, c'est vraiment des processus dans lesquels ils interviennent. Tu as d'autres exemples, Cécile? La CRG donc concertation restauratrice en groupe, est une mesure qui est souvent envisagée pour de la petite délinquance dans des quartiers ou dans des écoles où des jeunes ont souvent tendance à mener l'un l'autre vers celui qui pourra faire l'acte le plus fort, etc. Et je veux dire, à entretenir entre eux une délinquance, on les regroupe tous ensemble. Pardon, c'est pas ça. On les interpelle tous séparément, on leur fait faire une concertation restauratrice en groupe où ils étudient la problématique qu'ils ont connue par rapport au groupe. Ils doivent prendre un engagement par rapport aux victimes, mais par rapport à la société, et ils y réfléchissent en groupe. Et alors, je vais là embrayer sur un autre projet que la SBL Arpège expérimente pour le moment, dont Malvine n'a pas parlé, mais elle disait qu'ils avaient d'autres projets parce qu'ils ont aussi un projet recto verso, vous le verrez sur leur site. Au-delà de la CRG, maintenant, ils font après un travail de groupe avec ces jeunes. Ils regroupent tous les jeunes auteurs pour rediscuter des infractions commises, pour rediscuter des réparations. Et ces réparations, et là c'est une particularité de la CRG, c'est une réparation par rapport aux victimes, mais aussi par rapport à la société. Ils doivent prendre un engagement par rapport aux victimes et un engagement, par exemple, des heures de travaux d'intérêt général, etc. Donc il y a deux aspects réparateurs, la victime elle-même et la société. Ce qui est différent de la médiation, où il y a un aspect réparation uniquement par rapport à la victime. Et dans les cas d'harcèlement scolaire aussi, ça fonctionne bien. On en est arrivé à un protocole. D'accord. Voilà, parce qu'on parlait des paroles, apparemment il y a beaucoup de paroles,
Est-ce qu'on arrive à un accord concret avec une action? Oui, Enfin, je veux dire une c'est ce que action. vient d'expliquer Voilà. Cécile. Oui, mais alors quelle est-elle? Quelle est l'action Alors, ça dans peut- votre exemple, par exemple? Ça aboutit à mais quoi? ils le décident ensemble parce que, par exemple, certaines pharmaciennes ne voulaient pas d'indemnisation. Elles voulaient que, par exemple, ils s'engagent à reconnaître les faits, à une excuse publique devant les personnes qui étaient présentes. Voilà, dans la CRG, c'était une excuse publique. Mais c'est eux qui le décident et c'est de manière très concrète. Dans certains cas, par exemple, de dégradation scolaire, ils sont obligés d'aller réparer et repeindre l'école. Très bien. Alors Voilà. ça, c'est dans le protocole. Enfin, Oui. c'est écrit. Voilà, tout Et à fait. alors, justement, est-ce qu'il y a une homologation Oui, judiciaire? parce que en fait, par la suite, donc ça c'était la fin c'était pour ne pas être lourd. Donc après, ça peut revenir et on contrôle évidemment par le juge. Si c'est décidé par le juge contrôle si la CRG ou la médiation a été jusqu'au bout et jusqu'au bout de l'application de l'accord. Et la même chose au niveau du parquet. Il contrôle si ça a été jusqu'au bout. Et c'est là qu'il peut y avoir une extinction des poursuites si c'est à la demande du mineur. Alors donc, si je vous suis bien, ça peut aller donc jusqu'à l'extinction avec abandon des poursuites Oui. par le ministère public. Oui. Je pense que c'est pareil en Belgique, c'est le ministère public aussi. Mhm. Et est-ce que, et en revanche, si finalement l'accord capote, si le jeune n'est pas allé peindre ou n'est pas allé discuter avec Eh bien, la on pharmacienne. retombe dans le cadre de la procédure D'accord. traditionnelle. Ok. Alors, soit on est en face, si on est devant le juge, je parle Mhm. d'ici. Donc, après, bon, mais si ça capote devant le parquet, il y aura des poursuites. Si ça capote en phase préparatoire, ben, on est dirigé vers l'audience publique éventuellement ou vers une autre mesure, comme il y a d'autres mesures possibles, les travaux d'intérêt généraux, puis évidemment le placement en milieu ouvert et le placement en milieu fermé, et la même chose en phase publique, en audience publique. D'accord. Très bien. J'espère. Merci. Si je peux compléter au niveau des intérêts civils, on a eu des difficultés même avant que la loi ne change parce qu'il était fort difficile, notamment pour des organismes sociaux tels que la SBL Arpège, de pouvoir, je veux dire, intervenir et même conseiller pour l'accord de médiation à prendre sur les intérêts civils, notamment des dossiers avec des infractions qui ont entraîné des blessures graves, etc., où il est difficile pour des intervenants sociaux de pouvoir conseiller adéquatement et on ne peut pas se baser uniquement sur ce que va dire l'avocat du mineur et les victimes n'ont peut-être pas d'avocat dans ce processus. Donc, dans certains dossiers, l'aspect intérêt civil est écarté et on le laisse de côté, mais ça n'empêche pas le processus de continuer et on se met d'accord dans le protocole en disant pour l'indemnisation au civil, la réparation, le préjudice corporel, par exemple, ce sera renvoyé devant la juridiction civile parce que l'action civile reste possible. Mais alors là, on repasse, je pense que c'est les mêmes articles chez vous, 1384 du Code civil, la faute, la relation causale, le dommage et l'indemnisation. Alors peut-être que Madame Capou a également un exemple concret à nous donner parce qu'évidemment l'application française nous intéresse. Et j'avais une question complémentaire, c'était l'âge des mineurs donc, qui font l'objet des médiations. Est-ce que c'est plutôt la tranche 14-16 ou 16-18 ? Je pencherais plutôt pour la deuxième tranche. À partir de 12 ans, même. Oui, mais à partir de 12 ans, chez nous, pas de problème. Ok, mais en pourcentage, c'est indistinctement légal. D'accord. Et pour la partie française, Madame Capou, si vous pouviez nous répondre sur ces deux petits points. Alors, à une époque, vous m'entendez? Oui. À une époque, j'avais effectivement fait un petit sondage sur l'âge des mineurs que l'on rencontrait. Effectivement, la tranche d'âge la plus importante pour le moment, mais on a le recul est faible en ce qui nous concerne, puisqu'on n'a pas l'expérience belge. C'est effectivement la tranche 16-18 et au-delà. Mais il arrive que nous ayons des... alors ça, c'est pour les mineurs auteurs. Concernant les victimes, l'âge n'entre pas en jeu, je dirais. Nous avons des victimes mineures et également des personnes victimes majeures. Ensuite, sur une illustration,
Alors, je peux évoquer une médiation qui a été proposée à un jeune garçon qui, 3 ans auparavant, avait porté atteinte sur le plan sexuel à sa nièce, qui, à l'époque, et même au moment où nous on l'a rencontré, était relativement jeune. Donc là, il avait il a accepté d'entrer dans cette phase de préparation et il a formulé un certain nombre de souhaits, d'attentes qu'il avait vis-à-vis de sa nièce et vis-à-vis de sa propre sœur, la maman de l'enfant. Nous avons choisi, donc nous avons contacté bien évidemment d'abord la maman de l'enfant, qui était fort jeune. Lui-même ne souhaitait pas entrer en contact directement avec sa nièce, même s'il avait des attentes bien précises vis-à-vis d'elle. Et en fait, nous avons apporté à la maman de cet enfant les attentes, les demandes formulées par son frère. Et en retour, nous avons pu apporter aux mineurs les réponses qu'a fait cette maman. Voilà. Nous, on considère que la médiation a été accomplie, puisque de part et d'autre, des attentes ont pu être formulées, elles ont été prises en compte et elles ont pu être communiquées de part et d'autre, questions et réponses. Mais effectivement, il n'y a pas eu de rencontre entre les différentes personnes. Je voudrais insister justement sur la question de la rencontre physique. De mon point de vue, il y a souvent, ou il y a eu, je pense, un trop grand focus qui a été mis sur la question de la rencontre physique entre les auteurs et les victimes. Peut-être parce qu'en France, l'expérience en matière de justice restaurative, vous l'avez évoqué dans le cadre de la maison centrale de Poissy, où là il s'agissait d'une autre forme de justice restaurative, celle qu'on appelle les rencontres condamnées-victimes. Du coup, il y a souvent un amalgame fait avec la médiation qui, là, concerne des personnes directement liées à l'affaire. Mais pour autant, en tout cas, nous, le modèle sur lequel nous intervenons en matière de justice restaurative, qui est le modèle de la médiation relationnelle, ne fait pas de la rencontre le Graal ou le but ultime de la phase de préparation. Il est clair pour nous que toute cette phase qui consiste à permettre à une personne victime d'identifier les attentes qu'elle peut avoir vis-à-vis de l'auteur de l'atteinte dont elle a été victime est une phase éminemment importante pour elle en termes de reconstruction. Et il peut arriver que des personnes nous disent d'emblée qu'elles ne souhaitent pas rencontrer l'autre personne. Elles peuvent tout à fait formuler et être au clair par rapport à des attentes qu'elles ont vis-à-vis d'elles et qu'elles souhaitent qu'il lui soit transmise. Mais je pense que c'est important de préciser que la question de la rencontre physique n'est pas la forme aboutie de la médiation. Voilà, c'est tout ce que je peux apporter. Merci, Madame Capou. Nous allons clôturer cet atelier. Je remercie les 3 intervenants. Je crois qu'Arnaud, tu veux juste… Oui, au titre des expériences, il y en a une qui est accessible sur le site du gouvernement et qui est l'expérience qui est faite à Thionville. Vous avez le témoignage notamment d'un jeune qui a bénéficié de cette médiation restaurative. Et il s'agissait d'un jeune qui était particulièrement en conflit avec sa mère et ce conflit avait dégénéré au point d'engager des violences sur sa mère. Il avait, grâce à cette justice restaurative, compris à la fois le processus et la mère aussi compris. Et ce sont des dispositions qui peuvent se mettre en place justement aux côtés de toute une série d'actions éducatives. Mais en réalité, c'est parce qu'on a une autre temporalité. Et là,
ça interroge sur la temporalité, le temps que l'on va mettre à pouvoir aboutir à cette restauration. Et évidemment, si on a une tendance à vouloir juger vite parce qu'il faut faire face à un certain nombre de situations, on n'est pas forcément dans la logique de la temporalité que vous mettez en place de manière efficace. Et c'est toute la question de la temporalité. Moi, je pense que pour conclure, je vous invite à lire ce guide de la justice restaurative pour les mineurs qui se trouve sur le site du gouvernement, qui est très bien fait. Vous y trouverez également le rapport d'évaluation dont je parlais tout à l'heure. Et je vous invite à l'expérimenter tous et toutes dans vos barreaux en sensibilisant les juges. Parce que précisément, vous disiez, Madame Capou, qu'il est important de rencontrer les juges qui n'ont pas forcément l'information que ce droit existe en réalité et qu'on ne s'empare pas de ce droit, malheureusement. Et donc, c'est aux avocats qui sont actifs et qui sont dynamiques de pouvoir s'emparer de cette possibilité, me semble-t-il. Et je crois qu'il y a également une affiche qui est liée à ce guide, donc que nous pourrions afficher dans toutes les permanences d'avocats d'enfants ou voire même dans tous les couloirs de tous les tribunaux pour enfants. Merci à tous et à toutes. Je crois que nous allons clôturer et tout le monde va rentrer dans l'auditorium. Merci. Restez en contact, restez ici. On va faire la conclusion dans un instant et j'invite les modérateurs à rester à la table. Merci.